Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec le traducteur de la dernière parution des éditions Interlignes qui s'intitule « Dans la lugubre forêt, nos cœurs sont suspendus ». Une histoire assez troublante selon moi, mais on va avoir plus de détails avec lui durant l'émission. Je vais aussi m'entretenir avec la metteuse en scène et comédienne Maud Andrieux qui nous vient de la France et qui est ici au Canada pour une tournée pan-canadienne. Elle viendra nous parler de la pièce qu'elle va présenter durant sa tournée intitulée « Douleur de Marguerite Durail ». Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Madame Josée Guindon du Calac et ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé avec les gens du Calac et on aimerait savoir comment vous avez survécu à la pandémie, comment vos femmes ont survécu à la pandémie. On est encore dans la phase de survivre à tout ça, mais dans une nouvelle ère, je dirais, depuis l'annonce de déconfinement en Ontario et tout, le Calac se recommence tranquillement à offrir les services au centre en personne, mais c'est toute une adaptation parce que vous savez, durant la pandémie, les femmes ont été confinées à la maison, donc ça a créé chez elles vraiment un sentiment d'insécurité, de plus vouloir sortir de la maison. Et même si on leur dit maintenant vous pouvez revenir au centre, c'est pas facile pour toutes les femmes de le refaire parce qu'elles ont vraiment perdu leur repère puis perdu confiance. En les gens puis en la société. Il y a des peurs qui se sont créées avec raison, tu sais, peur de tomber malade, peur d'attraper le virus, peur de c'est ça, des peurs. Mais il y a de l'espoir, vraiment, il y a de l'espoir. Et puis, on a pu constater, durant la pandémie, là, on entendait ça beaucoup dans les médias et j'ai même discuté avec une de vos collègues en tout début de la pandémie parce que nous, on voulait savoir comment vous arriviez à rejoindre vos femmes, là. C'est qu'il y a une hausse, là, des violences conjugales. Donc, je me demande comment ces femmes-là arrivaient à tenir bon. Oui. Puis au niveau de l'agression sexuelle, il y a eu des hausses aussi dans un autre type de forme d'agression sexuelle. Faut prendre en contexte, les femmes sont isolées, sont à la maison et sont peut-être un peu plus sur Internet, sur les réseaux comme Tinder, sur les sites de rencontres. Fait que le taux de cybercriminalité, cyberagression sexuelle a vraiment augmenté. Fait que là, avec le déconfinement, on a des appels de femmes, de survivantes qui ont été victimes de cyberagression sexuelle, photos, vidéos partagées et tout ça. Donc, cette forme-là qui existe et qui prend de l'ampleur depuis le début des années 2000 quand même, mais là, c'est vraiment une belle grosse vague de ce type de cas-là. On a eu aussi beaucoup de cas de trafic humain, trafic sexuel de femmes qui étaient confinées et donc certaines devaient retourner dans le réseau de prostitution ou étaient confinés avec le proxénète et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de trafic à ce niveau-là. Donc, et on a perdu trace de beaucoup de femmes. Et ça, c'est triste. Quand on perd des nouvelles des femmes, donc on se dit, où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont toujours en vie? Est-ce que on les a déménagées dans une autre région? Tu sais, on voit beaucoup. Ottawa, c'est le passage entre Montréal et Toronto. Donc, au niveau du trafic humain. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, là, parce que de se rendre compte que c'est quelque chose qui se passe peut-être même dans notre voisinage et on s'en rend même pas compte, là, c'est assez troublant. On en parle, on dénonce, on le voit dans les films, dans des documentaires, mais de se dire que ça peut se passer chez nous, là, ça fait peur. Madame Guindon. Ça se passe chez nous. Ça se passe chez nous. T'sais, vous savez, les statistiques, ça dit aux 17 minutes, il y a une femme qui est victime d'une forme d'agression sexuelle. Donc, ça peut être de l'inceste, ça peut être du trafic humain, ça peut être de l'harcèlement sexuel. Et ça se passe ici, puis dans tous les milieux. Puis c'est ça qui est important d'éduquer, puis de continuer à éduquer les gens. C'est sûr qu'il y a des personnes marginalisées, plus vulnérables, qui sont victimes, mais il y a aussi madame l'avocate, madame la professeure, tu sais,
n'y a pas de profil social au niveau de la victimisation en agression sexuelle. Et puis là quand je parle du déconfinement, parce que c'est notre thématique d'aujourd'hui, là, je me dis que vous allez devoir travailler doublement parce que vous devez encore aller refaire ce lien de confiance là, avec ces femmes-là. Oui. Il va nous rester 30 secondes avant la première pause. Parfait. Oui, puis ce que je veux dire, c'est que le CALACS est là pour accompagner les femmes. Et après que les femmes ont réussi à traverser cette épreuve-là, de revenir une fois au centre, ensuite, elles veulent plus être à la maison. Elles veulent juste revenir au centre, être avec les intervenantes, parce qu'on est dans un environnement sécuritaire et très accueillant pour ces femmes. Je vais vous garder avec moi. On va aller à notre première pause. Et puis, pour les gens qui nous regardent en ce moment, vous avez besoin d'un accompagnement, www.calac.ca, c'est le site web du CALAC. On se voit juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Prochaine émission de Vivre Ensemble, je reçois une femme d'affaires, Peggy Civil, qui a créé sa propre compagnie de communication. C'est un rendez-vous, je vous y attends. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur qu'est-ce qui se passe au CALAC avec le déconfinement qui s'en vient pour les survivantes d'agressions sexuelles. Et vraiment, Josie, ça fait plaisir de vous parler parce que je pense que ça va apporter un vent nouveau sur notre ville, sur la communauté francophone. Et puis, j'aimerais savoir comment vous préparez ce déconfinement-là. Oui, puis ce qu'on s'est dit, c'est qu'est-ce qui pourrait faire du bien autant aux survivantes d'agressions sexuelles qu'aux intervenantes. Parce qu'il ne faut pas oublier, les intervenantes aussi ont été confinées à travailler de la maison, offrir des services virtuels pendant un bon bout de temps. Et avec la reprise des activités et tout ça, on était contente d'avoir une belle idée d'offrir une formation qui ferait du bien. Donc, dans le cadre de la Semaine nationale des victimes d'actes criminels qui se passe durant le mois de mai, on est en train d'organiser une formation sur la zoothérapie. On a trouvé une zoothérapeute qui va venir passer 2 jours à Ottawa, former les intervenantes, puis informer la population aussi. Puis c'est une belle précision parce que c'est pas juste, t'as pas besoin juste de travailler en intervention pour être intéressé par la zoothérapie. Moi, comme survivante d'agression sexuelle, mon chien que j'ai adopté me fait du bien. La zoothérapie fait du bien. Donc, on invite les survivantes, monsieur, madame, tout le monde, à venir s'informer sur un outil qui va prendre soin, dans ce cas ici, bien sûr, on parle de survivantes d'agression sexuelle, mais à toute personne qui ont vécu un traumatisme. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'organiser quelque chose puis d'offrir à la population d'Ottawa, professionnelle et personnelle, un outil. Puis il va y avoir plein d'animaux. Je garde des surprises, mais si vous allez sur notre site web puis page Facebook, on va mettre des annonces au fur et à mesure qu'on va approcher des dates qui sont
le 18 et le 19 mai prochain. Mais bon, il va y avoir toutes sortes d'animaux, je peux dire ça. Pas seulement des chiens. Nous, au Calax, on a un chien thérapeute, une chienne, elle s'appelle Sol. Elle est avec nous depuis, avec la pandémie, je perds le fil du temps, mais je crois que c'est en 2018, un bon 2 ans avant la pandémie. Et Sol fait de la thérapie que les intervenantes, les humains, peuvent pas faire. Puis c'est ça qu'on va faire ressortir. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a une survivante d'agression sexuelle qui avait jamais parlé d'un détail d'une agression qu'elle avait vécue à un humain. Puis même en thérapie ici, elle n'était pas prête encore à en parler à une intervenante. Mais elle était prête à raconter son histoire à Sol, la chienne thérapeute, parce qu'elle savait que Sol était pour l'écouter, puis Sol n'était pas pour en parler. Donc, un chien thérapeute, dans ce cas-ci, va apporter d'autres choses à une survivante d'un traumatisme qu'une intervenante ne peut pas. Puis la formation va justement donner plein de trucs à ce niveau-là. Fait qu'on est très, très contente d'avoir trouvé cette idée-là, qu'on trouve très originale et très créative, of course. Parce qu'on essaie toujours aussi d'aller rejoindre des groupes différents. Donc, on a greffé à ça un concours de photos. On a dit, OK, on va aller chercher les artistes. Tu n'es pas obligé d'être un photographe professionnel. Les inviter à prendre des photos animales, puis faire le lien avec une survivante d'agression sexuelle. Donc, on les invite à nous soumettre des photos, puis le thème, c'est la force des survivantes à travers l'animal. Donc, il y a un concours de photos, puis il y a des gros prix. Il y a une bourse de 1 000 $, un deuxième prix de 500 $ et d'autres prix qui vont être remis. Mais le but ultime là-dedans, là, c'est vraiment de toujours aller éduquer puis sensibiliser la population. Parce que tout le monde a un rôle à jouer pour changer la culture puis mettre fin aux agressions sexuelles et pour soutenir les femmes, les filles, toutes les victimes qui ont été agressées sexuellement. Et j'ai bien aimé ma discussion que j'ai eue il y a 2 ans en arrière, hein, je pense avec une de vos collègues qui disait comme ça qu'au Calax, oui, vous êtes là pour appuyer les survivants d'agressions sexuelles, mais quand on parle d'appui et d'accompagnement, c'est pas tout de suite de les pousser à les dénoncer, mais c'est de les mettre en sécurité d'abord, avant toute autre chose. Absolument. Puis on travaille sur redonner le pouvoir aux femmes. Donc, justement, on veut pas les forcer parce que quand on est agressé sexuellement, on enlève un pouvoir aux femmes, puis on veut que la femme décide des prochaines étapes. Vous savez, c'est bien que vous parlez de dénoncer et tout ça. Le taux de dénonciation au service de police est très peu élevé. On parle de moins de 10% des femmes qui se rendent au poste de police. Nous, on va au poste de police régulièrement faire des révisions de dossiers d'agression sexuelle et je suis triste d'apprendre que ça a diminué de 50% le nombre de dénonciations au cours des derniers mois. Donc ça veut dire que les femmes, c'est un impact du confinement. Les femmes étaient prises à la maison au point tel qu'elles ne pouvaient pas aller au poste de police et déclarer l'agression sexuelle dont elles étaient victimes. Fait qu'on souhaite que ça va reprendre, puis le Calax est là. Le Calax est là pour accompagner les femmes. Puis je pense que c'est ça le message central. On revient toujours à ça, c'est « tu n'es plus seul ». On voit les hashtags sur les médias sociaux. Moi aussi, on vous croit. Il n'y a aucun jugement ici. Le service est gratuit et confidentiel. Puis les intervenantes, ils ont des dizaines et des dizaines d'années d'expérience pour accompagner les femmes dans leur cheminement. Chaque femme va choisir la route qu'elle veut suivre selon sa personne. Puis nos portes sont grandes ouvertes à toute la diversité des femmes. Puis je suis fière de dire qu'on a réussi à avoir une belle équipe qui représente cette diversité-là. Parce que des fois, c'est tout un défi de recruter puis d'embaucher du personnel. En plus, on ajoute, doit être francophone, vouloir travailler, tu sais, à Ottawa, avoir une voiture et faire partie d'une diversité. Mais on a une belle équipe puis ça se ressent. Ça se ressent quand tu viens dans le centre. Les femmes disent « Wow, on est bien ici, on le sent.
on sent que c'est de l'entraide, c'est du travail de collaboration, puis c'est vrai que je suis plus seule. Oui, c'est vrai, définitivement. Et puis, ce que j'aime aussi, là, c'est les différentes formations et ateliers que vous offrez. Là, on a parlé tantôt de la photographie qui s'en vient. Pour les détails, on va inviter les gens à aller voir le site web. Mais je sais aussi qu'il y avait des programmes de dessin, ce genre de trucs, là, pour pouvoir leur permettre de sortir un peu du train-train quotidien, de ce mal-être-là, pour toucher à autre chose. Oui, puis on continue d'offrir des ateliers. Aller jusqu'à maintenant, les ateliers sont en ligne, malheureusement, avec la pandémie, mais on va recommencer des ateliers en personne. Mais malgré que les ateliers sont en ligne, on s'organise pour préparer des petits kits que les femmes viennent chercher avec leur matériel. Par exemple, un exemple, c'était le Dreamcatcher, le capteur de rêve qui était fait durant la période des fêtes. Les femmes sont venues chercher tout le matériel. L'atelier était en ligne, il y avait une personne qui leur a montré comment faire leur capteur de rêve, puis individuellement à la maison, elles ont pu le faire. Donc, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Madame Guindon. Écoutez, on va vous inviter les gens à vous suivre sur les médias sociaux. Vous êtes très actifs, j'aime beaucoup ça, et puis aussi sur le site web. Et puis, au plaisir de se parler une prochaine fois. Merci beaucoup. À la prochaine. Alors, pour vous autres à la maison, pour le site web du CALAX, c'est www.calax.ca. Et aussi, comme je l'ai mentionné, ils sont très actifs sur la page Facebook. Nous, on va prendre une pause et après la pause, on va s'informer de la tournée pan-canadienne de la pièce de théâtre La douleur de Marguerite Duras. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'entretient maintenant avec la metteuse en scène et comédienne Maude Andrieux à propos de sa tournée pan-canadienne sur la douleur de Marguerite Duras. Et Maude, franchement, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Je ne sais même pas par où commencer. Mais je pense que la première question, ça serait depuis quand que vous faites ce métier-là? Metteuse en scène, comédienne et tout ça. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, Claude. Je suis vraiment ravie de cette invitation. Donc, merci beaucoup d'avoir eu envie de programmer cette entrevue. Et puis, pour répondre à votre question, alors moi, j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 7 ans. J'étais une petite fille extrêmement introvertie, j'étais très timide et ma maman a essayé plusieurs choses. Alors j'ai fait de la poterie, j'ai fait du chant, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la gymnastique et puis alors ça me plaisait beaucoup, mais le théâtre, ça a été une rencontre avec mes professeurs, c'est le lieu, même s'il faut monter sur une scène, où en fait je sortais un petit peu de moi et j'entrais dans un personnage et là il y avait bien sûr le trac,
bien sûr, mais il n'y avait plus cette timidité maladive qui me poursuivait dans la vie quotidienne, à l'école, etc. Et je crois que le petit moment charnière, ça a été le jour de la représentation. J'étais avec des gens de tous les âges pour la représentation. Il y avait des grands de 18 ans par rapport à moi qui avait 7 ans. Et le jour de la représentation, une des comédiennes de 18 ans a oublié son texte et elle était face à moi. Et moi, j'ai pas eu peur en fait. J'ai réussi à lui faire retrouver son texte en lui posant des questions, en improvisant finalement. Et en sortant de scène, c'est vrai que moi qui étais si timide, on est venu me voir, on m'a dit mais c'est bien, t'as bien géré parce que là quand même tu as réussi à lui faire retrouver son texte. Et à partir de là, je me suis dit c'est peut-être que c'est fait pour moi et qu'il faut poursuivre. Et en effet, je ressentis tellement d'émotions en étant sur scène. Après, j'ai poursuivi, j'ai jamais arrêté. Et je me suis dit, je serai comédienne quand je serai grande. Donc après, j'ai fait bien sûr des ateliers. J'étais toujours timide dans la vraie vie, mais sur scène, c'est autre chose. Il s'est passé quelque chose d'un petit peu en dehors du temps, dans un temps suspendu. Donc voilà, après j'ai poursuivi, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique à Bordeaux, en France, l'université, et puis j'ai participé à plein d'ateliers, bien sûr, et puis je suis rentrée dans des troupes de théâtre contemporain engagées, et voilà, j'ai ainsi commencé mon métier de comédienne d'intermittent du spectacle. C'est une très belle histoire. Je pense que les parents qui nous regardent là devraient prendre cette petite capsule-là et la montrer à vos jeunes au cas où ils sont timides ou je sais pas, là, ça peut les inspirer. Et puis Maude, là, c'est quoi qui vous plaît le plus dans votre travail? Alors, ça, en fait, ça a été après dans un deuxième temps. Moi, j'étais comédienne, finalement, à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et puis, j'étais fascinée par les textes, j'ai toujours beaucoup aimé la littérature, la philosophie. C'est quelque chose qui me fait vibrer, beaucoup plus que les mathématiques, par exemple. Moi aussi. Et, vous voyez, un bon point commun. Et en fait, j'avais très envie de partir dans un pays lointain. J'avais un rêve comme ça du Vietnam. Et à l'âge de 22 ans, en 2003, je suis partie au Vietnam pendant un mois. Et je suis revenue et j'ai lu le texte « Un barrage contre le Pacifique » de Marguerite Duras, qui raconte son enfance en Indochine, à l'âge de 15 ans, au Vietnam, au Cambodge, c'est le roman le plus autobiographique de son œuvre, et qui raconte une position de Français qui sont plus proches finalement des autochtones, des Vietnamiens, des Cambodgiens, très investis avec eux, que des colons français, puisque c'est la période des colonies. Et la maman de Marguerite Duras est institutrice. Elle est très investie dans les différents postes de brousse où elle est institutrice, et elle investit aussi dans des postes sanitaires, puisque évidemment à l'époque ça manquait. On parle des années 30, donc en Indochine. Et cette histoire-là m'a bouleversée, complètement bouleversée, et par la littérature et aussi l'histoire vécue, l'histoire autobiographique de Marguerite Duras. Et à partir de là, de cette lecture, j'ai eu envie d'adapter ce texte. C'est un roman qui fait environ 400 pages. Oh, ok. Et j'ai eu envie de l'adapter pour la scène. Donc ça faisait vraiment pas partie de mon bagage. Je n'avais pas été préparée au conservatoire ou à l'université dans l'adaptation de textes littéraires pour le théâtre. Et particulièrement, là, je voulais en faire un seul en scène, en interprétant le personnage de Marguerite Duras à l'âge de 16 ans, quand en fait elle va découvrir sa féminité et rencontrer l'amant chinois. Alors, j'ai fait la tentative d'adapter ce texte. Alors, comme je l'expliquais hier, parce que j'ai fait une très jolie rencontre avec les étudiants de l'Alliance française de Toronto, quand on adapte un texte comme ça, un roman,
de Marguerite Duras, on fait des coupes que l'on propose à la SACD, qui est la Société des auteurs dramatiques et contemporains. Et toutes ces coupes-là doivent être validées par l'ayant droit, donc Yann Andrea à l'époque et Jean Mascolo, pour une représentation, évidemment, pour ne pas abîmer le texte. Ça, oui. C'est ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis entourée, bien sûr, à l'époque, j'étais toute jeune, de spécialistes de l'œuvre de Marguerite Duras, parce que j'avais à cœur de ne pas, évidemment, faire d'erreur dans l'adaptation. Et puis, le spectacle s'est fait, l'adaptation a été acceptée, et je l'ai joué pendant 2 mois en France. Et ensuite, je suis partie la jouer à Saigon, à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, pour un hommage à Marguerite Duras en 2006, où était invité Yann Andrea, donc le compagnon de Marguerite Duras sur les dernières années de sa vie. Et puis Hélène Bamberger, la célèbre photographe qui a photographié Marguerite Duras à Trouville-sur-Mer, où elle a vécu la partie de la fin de sa vie. Donc là, pour moi, ça a été finalement un moment charnière pour répondre à votre question, Claude. Et j'ai aimé adapter ce roman pour la scène, pour le livrer au spectateur et pour bien sûr lui donner envie de lire le livre derrière. Et donc j'ai touché là à l'adaptation littéraire et aussi à la mise en scène. Et finalement, c'est ce que je fais depuis maintenant un peu plus de 15 ans. J'adapte les romans de Marguerite Duras, pas vraiment les textes de théâtre de Marguerite Duras, dont je me sens moins proche. J'adapte ces romans pour la scène, pour des solos, donc des seuls en scène que j'interprète, avec une bande sonore qui est très présente, où les personnages interviennent. Alors on est tantôt plongé dans le Saigon des années 30, dans un barrage contre le Pacifique. Là, ce soir, pour La douleur de Marguerite Duras, on est plongé dans le Paris de l'occupation en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ainsi pour mes autres adaptations théâtrales. Écoutez, moi, je vais vous garder avec moi et juste après la pause, on va parler de qu'est-ce que vous nous réservez pour nous ici à Ottawa. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire. Oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la tournée pan-canadienne de la pièce de théâtre La douleur de Marguerite Duras. Et toujours avec moi, la metteuse en scène et comédienne Maude Andrieux. Et avant la pause, on parlait de cette petite magie qui est née dans votre vie professionnelle dans les années 2000, lorsque vous avez découvert les écrits de Marguerite Duras. Et ça a vraiment changé votre vie, parce que je regarde dans tout le parcours que vous avez fait là, je crois que vous avez même créé une compagnie, le Théâtre Duras itinérant. Oui, absolument, absolument.
Eh bien, disons que comme je n'ai pas fini encore d'adapter et je ne me lasse pas d'adapter et de transmettre les romans de Marguerite Duras au public francophone, mais pas que, puisque vous l'avez compris, je joue beaucoup dans le réseau Institut français et Alliance française, donc en Asie. C'est la toute première fois que je viens sur le continent américain et donc au Canada. Généralement, depuis une quinzaine d'années, on joue beaucoup en Inde, au Népal, au Cambodge, au Vietnam, voilà, en Asie du Sud-Est principalement, et aussi au Maroc, en Turquie, mais bon, voilà, pas sur le territoire américain. Donc, on est vraiment très, 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 très heureuse avec Sophie Dutheil qui m'accompagne, qui est la directrice de production, la vice-présidente de la compagnie. Et moi, en fait, en 2014, c'était le centenaire Marguerite Duras, et puisqu'elle est née en 1914, et il y avait beaucoup d'événements durassiens, et j'ai eu envie de monter le théâtre Marguerite Duras itinérant, qui prendrait place une partie de l'année à Bordeaux, un petit peu comme le théâtre de la Huchette à Paris, vous voyez, qui programme tous les soirs Ionesco depuis de bon nombre d'années. Et j'ai fait cette proposition à Jean Mascolo, le fils de Marguerite Duras, d'un théâtre Marguerite Duras itinérant qui pose ses valises à Bordeaux 6 mois dans l'année et le reste du temps qui joue à l'étranger. Alors pour cette programmation française, j'ai contacté des compagnies qui jouent Marguerite Duras et je les fais venir, donc en fait lors de cette saison théâtrale du théâtre Marguerite Duras, et c'est ainsi que je peux rencontrer des compagnies qui ont fait le choix d'adapter alors des textes de théâtre de Marguerite Duras, même une adaptation de la rencontre entre Bernard Pivot et Marguerite Duras qui s'appelle Apostrophe, qui a été mis en scène et qui a été interprété au théâtre également, et voilà, on faisait parfois quelques incartades dans la programmation avec des auteurs vietnamiens, mais ça avait toujours trait dans la ligne littéraire et éditoriale, voilà, au Vietnam, à l'Asie, à l'Indochine, à Marguerite Duras, aux femmes et à l'engagement. C'est fou comment un seul livre peut changer la vie d'une personne en un rien de temps, parce que là, on voit le côté entrepreneur qui vient, on voit le fait que vous voyagez beaucoup pour représenter ce que vous aimez en plus. Oui, absolument. Et j'en suis très heureuse. Hein. Je suis ravie et je ne m'en lasse pas. Si vous voulez, parfois, il m'arrive de me... C'est-à-dire qu'en fait, on comme ça paraît totalement fou, mais quand je me retrouve en Inde, par exemple, à Bombay, à Delhi, à Pune, une des plus petites villes, à Chandigarh, et que j'ai des étudiants qui apprennent le français. Wow. Et alors, il y a un sous-titrage en anglais, hein, bien sûr, à chaque fois que je joue, ou dans la langue du pays, donc en vietnamien, voilà, selon, pour que le public puisse comprendre, même le public qui apprend le français et qui n'est pas très à l'aise forcément avec la langue. Et je me retrouve avec des élèves qui, en Inde, ont fait 3 heures d'embouteillage pour venir écouter 1 heure de Marguerite Duras. Et je peux vous dire que c'est saisissant, c'est-à-dire que c'est un tel cadeau pour moi que de parler à ces jeunes gens qui apprennent le français et qui s'y intéressent. Et en plus, j'ai eu l'occasion d'aller 3 fois en Inde, 2014, 2016, 2018. Là, il y a une autre tournée qui est prévue et je suis encore en relation avec des étudiants indiens qui ont fait durassienne et qui m'en parlent et qui en fait me posent des questions et qui me posent ultra pertinentes en fait par rapport à l'œuvre, par rapport au personnage. Enfin, c'est passionnant, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Et puis là, vous êtes, aujourd'hui, c'est quand? C'est le 24, vous êtes ce soir, ou je pense c'est après-demain, que vous êtes à Toronto, que vous devez faire une présentation. Et nous, c'est le 26 qu'on vous reçoit ici à Ottawa. Voilà, absolument. Ce soir, je joue à Toronto, au sein de l'Alliance française de Toronto, à 20h30. Donc là, on est en plein montage de lumière avec les techniciens sur place ici. Et puis, donc, demain, on s'envole pour Ottawa et on joue donc à Ottawa le 26 à 19h30. À la Maison de la Francophonie. On va donner les détails tantôt. Et moi, ma question la plus... en tout cas, je vais rentrer un peu dans votre art. Là, je me demande, parce que là, vous faites une présentation à Toronto, ensuite Ottawa. Je pense qu'après, vous partez à Halifax. Je me demande, à chaque représentation, là, est-ce qu'on est obligé de se réinventer
Parce que je me dis, dépendamment de la dynamique peut-être de la ville, je ne sais pas, ou bien des émotions que vous ressentez sur le moment. Oui, absolument. Je pense que vous voyez dès ce soir où je reprends ce texte que je n'ai pas joué depuis assez longtemps, je vais forcément jouer là pour toute cette tournée canadienne le texte différemment avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Marguerite Duras, elle s'engage dans la résistance dans ce texte-là à partir du moment où son mari, Robert Antelme, est arrêté par la Gestapo. À partir de là, elle se pose cette question-là de l'engagement et elle va s'engager et entrer dans un réseau de résistance qui va lui demander d'obtenir en fait des informations sur les convois de déportés politiques vers l'Allemagne, les déportés qui reviennent. Elle va à la gare d'Orsay à Paris pour faire des listes de noms parce que c'était évidemment la panique. Donc voilà, progressivement, à l'âge de 30 ans, Marguerite Duras s'engage en politique quelque part, choisit le camp de la résistance. Et pour moi, évidemment, avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, ça va résonner particulièrement fort. Chaque jour, je me lève en répétant mon texte et en pensant continuellement aux gens sur place et à la peur ressentie par les enfants, les femmes, les maris qui ne sont pas forcément soldats et puis qui s'engagent du jour au lendemain. Ce qui est extraordinaire dans cette façon aussi de travailler avec ce réseau d'Alliance française et d'Instituts français dans le monde, c'est que j'ai l'occasion de rencontrer sur place toute l'équipe de l'Alliance, des professeurs, des étudiants, et puis aussi la partie technique du cinéma qui est au sein des Alliances. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a beaucoup de cinéma, de rendez-vous de cinéphiles, de théâtre, une belle programmation culturelle qui reprend après la pandémie, puisque là aussi c'était évidemment compliqué pendant 2 ans. Et ce travail-là de passerelle culturelle, moi, il m'intéresse profondément. C'est-à-dire, c'est pas le même métier quand on est comédien en France et qu'on reste en France. Moi, ça m'intéresse de m'adapter au lieu, ça m'intéresse de m'adapter au pays, ça m'intéresse de découvrir d'autres cultures, la culture locale, et de connaître aussi quel théâtre ils font, vous voyez, quelle est leur façon de travailler. Quand je rencontre des compagnies vietnamiennes, indiennes, parce que parfois je joue lors de festivals comme ça, donc on se parle, on échange, et leur façon d'appréhender, de créer, de mettre en scène une pièce, ça m'intéresse évidemment beaucoup. Écoutez, moi, je sais même pas comment on dit bonne chance dans le jargon du théâtre, là. Je pense que c'est la main de Cambronne, quelque chose comme ça. Alors, en France, vous savez, on dit les 5 lettres pour dire bonne chance. Okay. On dit MERDE. OK, je ne vais pas le dire, mais en tout cas, MERDE pour vous ce soir. Et ici à Ottawa, on vous attend. J'espère que vous allez vraiment apprécier votre tournée ici, en tout cas ici au Canada. On est très chaleureux. La francophonie ici est très chaleureuse. Oui, absolument. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'intérêt, on le ressent déjà alors qu'on a atterri il y a seulement 2 jours. Et on est vraiment très heureuse de faire cette belle tournée de 7 représentations, parce que donc vous avez parlé d'Halifax et d'Ottawa. Donc Ottawa après-demain, et puis Halifax, et ensuite côté Pacifique, Vancouver. Et pour le 1er avril, ce sera mon anniversaire, je serai sur scène pour mon anniversaire. Il y a une comédienne pendant 2 ans qui est restée chez elle au mois d'avril. C'est un beau cadeau. Et puis ensuite, on sera à Edmonton, et puis Calgary et Winnipeg. Alors, MERDE à vous et puis à toute votre équipe. Et puis au plaisir de se revoir ici encore une fois. Merci beaucoup, Claude, pour cet entretien. Merci de vos questions. Et puis, excellente journée à vous. À vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, cette représentation se fera à la Maison de la Francophonie. Pour prendre des billets, ce sera au www.af.ca/Ottawa. Alors, nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va rester dans la thématique de l'art. On va parler avec le traducteur Benoît Laflamme. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
l'argent reçu, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pouvoir il faut vendre, à pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre. Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens maintenant avec le traducteur du dernier ouvrage paru aux éditions Interligne, intitulé « Dans la lugubre forêt, nos cœurs seront suspendus ». Benoît Laflamme, plaisir de discuter avec vous ce matin. Et puis, première question, là, le travail de traducteur littéraire, c'est quoi? Est-ce qu'on a une demi-heure pour en parler? Je pense qu'on a du temps. Je vais donner la version rapide. La traduction littéraire, en fait, c'est de recréer un livre qui existe dans sa forme originale, mais qui n'existe pas encore dans sa forme française, dans le cas qui nous concerne ici. Donc, c'est une forme de création, d'une certaine manière, parce que je dois utiliser les outils de la langue française pour recréer une œuvre qui existe en anglais et qui utilise les outils de l'anglais. On peut croire que on peut faire du mot à mot et puis ça suffit d'avoir un dictionnaire, mais ça va plus loin que ça en fait. Il y a surtout des fois il faut recréer des images, adapter des images. En fait, des fois on trouve des petites erreurs dans le texte qu'il faut corriger avec l'approbation de l'auteur, disons. Mais oui, donc la traduction littéraire, c'est une forme d'art. Il faut avoir, disons, une fibre créatrice pour être capable de recréer une œuvre de A à Z. Alors, quand on parle d'outils là, qui aident dans la traduction, c'est quoi ces outils? Je parlais plus des outils que la langue nous offre, les métaphores, la structure, la syntaxe. Il y a quelque chose que les auteurs se permettent en anglais qui parfois ne cadre pas vraiment avec ce que le français est capable de faire. Donc, dans ces cas-là, il faut recréer, il faut aller jouer dans la boîte d'outils du français pour voir qu'est-ce que je peux faire pour recréer le même effet qui est fait dans l'original pour le refaire en français. On dit toujours que les gens passionnés passionnent. Donc, moi, j'ai envie d'être passionné par ce travail que vous faites là. Vous, c'est quoi qui vous plaît dans ça, la traduction littéraire? Je compare souvent ça à un petit enfant qui détruit une radio pour la recréer par la suite. C'est la même chose. Il y a un petit côté nerd en moi qui aime ça, déconstruire le roman qui existe déjà en anglais pour voir comment est-ce que l'auteur a créé son histoire et comment moi est-ce que je peux la refaire pour que ça fonctionne de la même manière, pour que la radio fonctionne en bout de ligne encore. Ça prend combien de lectures d'une œuvre pour avoir le plan et le fil conducteur pour la traduction? Très bonne question. Je vous dirais que la première lecture doit se faire en tant que lecteur. Faut pas penser, dans mon cas, moi en tout cas, je pense pas en lisant, OK, je vais traduire ça. Il faut que j'aie l'expérience du lecteur et par la suite, il faut plusieurs lectures. C'est sûr qu'on le relit pendant qu'on est en train de le traduire, mais une fois qu'on a fini un premier jet, on relit une deuxième fois, on attrape des choses qu'on avait oubliées, on trouve des erreurs un peu ridicules dans son manuscrit, mais au final, pour l'œuvre dont on parle aujourd'hui, j'ai dû lire le livre au moins une dizaine de fois en anglais et en français au complet. Donc, on finit par le connaître vraiment par cœur. C'est un peu comme si on était un substitut de l'auteur. D'une certaine manière, oui. J'aime mieux me voir comme un porte-voix, d'une certaine manière. J'essaie d'aider l'auteur à parler en français, disons, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est certain que c'est pas moi qui ai inventé l'histoire. J'essaie pas de dire c'est moi l'auteur du roman français. Non, ça reste Ava Farmieri qui a écrit le livre. Mais je l'ai aidé à faire le pas entre l'anglais et le français pour avoir un nouveau public, dans le fond. Non, c'est bon. Alors là, je vois qu'il y a eu plusieurs livres sur lesquels vous avez travaillé. Et puis moi, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est vous qui choisissez les livres ou bien c'est un auteur ou bien une maison d'édition qui vous contacte pour demander de la traduction? C'est la troisième option habituellement. C'est l'éditeur, c'est eux qui choisissent les livres qu'ils veulent mettre à leur catalogue. Donc, ils vont acheter les droits de traduction de la maison originale et ensuite, ils vont présenter un projet
au traducteur qui décide de le prendre ou non. Il y a certains livres, parfois, on sent qu'on n'a pas vraiment la fibre pour le faire. C'était ça ma prochaine question. Est-ce que, parce qu'on le demande, on le fait tout de suite, ou bien il faudrait vraiment avoir, je sais pas comment l'exprimer, un cœur à cœur avec l'ouvrage, puis se dire, OK, ça me parle. Oui. Oui, absolument. Et dans mon cas, moi, c'est souvent une scène ou un moment pendant ma lecture où je me dis, OK, il y a quelque chose qui vibre entre moi et l'auteur. Dans le roman d'Ava Fermeri, il y a une scène avec le grand-père qui décide d'acheter tous les oiseaux du bazar qui sont en cage pour aller les libérer à la campagne. Et quand j'ai lu ça, ça m'a tellement... pas bouleversé, mais ça m'a tellement touché que je me suis dit, oui, là, j'ai envie de démonter la radio pour voir comment la recréer, pour recréer cet effet-là émotif chez le lecteur. Mais c'est certain que des fois, on se sent un peu en dehors de sa zone de confort. Alors, pour cette histoire-là, dans la lugubre forêt, nos corps seront suspendus. Déjà, le titre, là, ça me fait ça me fait un peu froid. C'est lourd, oui. Oui, ça parle de quoi, ce livre? Le titre est une citation de Dante, de l'enfer, et c'est un des vers qui décrit ce qui se passe pour les personnes qui se suicident ou y aboutissent en enfer. Okay. Mais c'est un livre qui est très lumineux, malgré le titre qui est assez lourd. C'est l'histoire de Sheda Pourouya, qui a 20 ans en Iran. Et le livre commence et elle vient de recevoir sa peine de mort. Elle sait qu'elle va mourir dans 2 semaines, elle est en prison. Et pendant tout le roman, elle va se remémorer sa vie, de sa naissance jusqu'à ses 20 ans, pour un peu nous montrer comment est-ce qu'elle a fini par aboutir là. Sheda est née le jour de la révolution islamique, donc elle n'a jamais vraiment connu un pays de liberté, mais c'est une enfant qui aime absolument tout, qui veut aimer tout, une enfant curieuse, qui a envie d'aimer les papillons, les oiseaux, ses voisins, absolument tout, mais qui vit dans un pays où, malheureusement, tout le monde est un peu traumatisé par ce qui s'est passé et qui est un peu brimé dans sa liberté. Il y a quelque chose... Donc on va... Allez-y. J'allais dire, on suit un peu le fil du roman, c'est de savoir, on sait où elle finit. Elle finit en prison à 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre sa naissance et ses 20 ans pour qu'elle reçoive une peine de mort? OK. On a dit que le titre était... ça donnait froid, mais que c'était pas une histoire si troublante. Mais déjà, le début, je me dis, c'est quoi ça? Mais écoutez, Benoît, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va continuer de creuser un peu plus dans cet ouvrage. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Une dernière partouze, une partie de ça. De demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent de lui. Je ne veux pas vivre au bout d'une messe. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut 2. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur la dernière parution des éditions Interlignes qui s'intitule « Dans la lugubre forêt, nos corps seront suspendus ». Et j'ai avec moi le traducteur Benoît Laflamme qui nous disait que le titre, oui, est un peu fort, mais l'histoire est quand même belle. Et puis, Benoît, avant la pause, on parlait de l'auteur, de qu'est-ce qu'elle déposait comme histoire dans l'ouvrage.
Oui. Le titre est très froid. On s'entend que ça se passe dans une prison, mais c'est surtout les beaux souvenirs d'enfance de Shada tout au long du livre qui donnent cette lumière-là. On a beaucoup envie d'aimer Shada. On a envie de la serrer. En tout cas, moi, j'avais beaucoup envie de la serrer dans mes bras pour petit enfant. J'ai beaucoup d'empathie pour elle, malgré, c'est ça, c'est un livre qui est douloureux, mais aussi très beau, sur la résilience, sur l'amour. Il y a des beaux thèmes, malgré la trame de fond qui est un peu lourde, oui. OK. Alors, j'ai lu quelque chose qu'on s'est partagé avant l'entrevue qui disait que l'auteur avait utilisé un nom d'emprunt, un pseudonyme pour ne pas dévoiler l'histoire là au grand jour et qu'elle ait des représailles pour les personnes qui sont restées en Iran, les personnes de sa famille. Exact. C'est un roman qui est pas très politique dans ce sens que c'est pas un traité contre l'Iran, mais veut pas, on parle de liberté, du fait que la révolution islamique a eu de graves effets, de graves traumatismes sur la société iranienne. Donc l'auteur qui habite au Canada a quand même une famille et des proches qui sont encore en Iran et malheureusement, avec ce qu'elle écrit, peut-être que si on retraçait sa famille, les gens en Iran subiraient les conséquences. Donc j'ai jamais rencontré l'auteur en personne. On a discuté par courriel, en virtuel, mais ça a quand même été une très belle rencontre par l'écrit. C'est une femme avec un très bon sens de l'humour et très volubile. Ça se voit qu'il y a des auteurs qui ont envie de partager des histoires, mais à cause de l'environnement ou à cause de, je sais pas, des situations politiques, là, sont obligés de se mettre un peu en retrait. Ça me fait penser que, en tout cas, l'art, là, ça a beaucoup d'angles. Alors, quel a été le travail? Oui, c'était une femme qui était agréable à discuter avec, mais comment ça a été tout le travail de traduction avec elle? Avec elle, j'ai établi les ponts très rapidement pour me présenter, parce que dans le fond, elle me confie son roman après tout et je dois le recréer en français. Elle a été très ouverte. Et puis, des petites questions anodines ont donné lieu à de très bonnes discussions et de très bonnes interventions sur la société iranienne, sur les traumatismes générationnels. Je me souviens de lui avoir posé une toute petite question sur le nombre de chandelles sur un gâteau. Shada, à 10 ans, à un moment donné, elle souffle 5 chandelles au lieu de 10 et je lui ai posé des questions pour connaître qu'est-ce que ça voulait dire. Et on a eu une très longue discussion tranquillement sur c'était quoi le passage. Les grands-parents ont vécu une certaine vie en Iran, qui ont transmis quelque chose à leurs enfants, donc les parents de Shada. Et cette génération-là, les parents ont vécu à la fois la liberté et ensuite la révolution iranienne et ensuite ils ont connu un peu comme ce qu'on voit en Afghanistan en ce moment, malheureusement, une génération qui a connu une liberté certaine et puis par la suite qui se retrouve sous un régime qui empêche toutes les libertés, les femmes qui deviennent des citoyennes de second rang. Et puis, bon, cette espèce de chaîne de traumatisme qui est passée des grands-parents aux parents, des parents aux enfants. Et comment est-ce que les gens individuellement vivent ça, vivent sous un régime comme ça, avec tous les espoirs qu'ils ont. Ça reste des humains qui ont envie d'aimer et d'atteindre le bonheur. Wow. Quand vous faites un travail de traduction, là, est-ce que vous pouvez vous permettre, pas de changer l'histoire, mais de changer, par exemple, la trajectoire d'une partie de l'histoire? Pas l'histoire en soi, mais les images qui sont empruntées. Je peux vous donner un exemple. Shada aime beaucoup les oiseaux. Elle dit que c'est ses seuls alliés, ses seuls amis. Et puis, elle voit une scène à un moment donné où il y a un pigeon qui est sur un arbre en train de roucouler avec ses amis. Puis, elle les observe. C'est une très belle scène. Mais en anglais, tout est au féminin. Donc, le pigeon est un she. Mais on sait qu'en français, un pigeon, c'est de base masculin. Puis, on s'entend qu'un enfant de 5 ans qui regarde un oiseau serait difficilement capable de dire si c'est un pigeon ou une pigeonne. Donc, au lieu de traduire par la pigeonne, j'ai transformé le pigeon en tourterelle, qui est de base féminin. C'est le genre de changement qu'il faut faire. Ça semble anodin, mais en tant que traducteur, on n'a pas vraiment envie de changer le récit. Hein. C'est l'auteur qui parle, c'est pas moi. Donc, c'est en conversation avec l'auteur, je lui ai expliqué qu'est-ce qui se passait, en lui expliquant que l'effet ici important, c'était que l'oiseau était féminin. Pas tant la race de l'oiseau, mais le fait que l'oiseau était une représentation de la femme. Et donc, c'est le genre de petits changements qu'on peut se permettre en traduction et je dirais même qu'il faut faire parce que sinon, le livre n'atteint pas les mêmes objectifs en français. C'est très fort. Là, maintenant que le livre est terminé, il est paru, est-ce que l'auteur en est satisfaite? Je pense qu'elle comprend un peu le français, mais pas assez pour le relire au complet. Mais elle m'a donné
beaucoup de confiance dès le début de nos interactions. À chaque fois que je lui relevais des petits points, d'ailleurs comme les chandelles ou d'autres moments dans le récit, elle me disait souvent, si tu as besoin de faire un changement, fais-le, je te fais confiance entièrement. C'était non plus pas sa première expérience de traduction. Son roman a été traduit vers l'allemand il y a quelques années. Donc, elle avait déjà presque une liste des choses qu'il fallait changer dans la traduction, des petites erreurs qu'elle voulait corriger, qui s'étaient faufilées dans son original. Mais ça s'est très bien passé avec elle. C'était vraiment une très belle collaboration, même si elle ne parlait pas vraiment français, puis elle ne pouvait pas lire ce que je faisais. On pouvait parler du récit, puis elle avait une très belle ouverture. Benoît, si tu me permets, je vais te garder avec moi pour clore l'émission. Bien sûr. On se voit après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec le traducteur Benoît Laflamme qui a travaillé sur la dernière parution des éditions Interlignes intitulée « Dans la lugubre forêt, nos corps seront suspendus ». Puis moi, en 30 secondes, là, Benoît, est-ce que tu pourrais partager avec nous ton astuce à toi pour pouvoir être un bon traducteur? Moi, j'aurais dit la sensibilité. Oui, absolument. Il faut être capable, surtout en littérature, la sensibilité. Aussi, il faut être un excellent lecteur. Il faut lire énormément. Il faut lire et voir le plus d'horizons possible. Parce que pour être un traducteur, il faut être flexible et être capable de s'adapter à plusieurs voix et plusieurs personnages aussi. Merci beaucoup, Benoît, et puis bonne chance pour le futur, pour tes prochaines traductions. Au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour avoir cet ouvrage, ça sera au www.interligne.ca. J'aimerais prendre le temps de vous mentionner que demain, nous aurons une émission spéciale. Nous vous présenterons entièrement une émission consacrée à l'événement qui a marqué l'histoire de l'hôpital Montfort, le grand ralliement de 1997. Pour l'occasion, je m'entretiendrai demain à partir de 11h avec Michel Prévost, Ginette Gratton, Jean-Paul Moreau, ainsi qu'avec le directeur de l'hôpital Montfort, le docteur Bernard Leduc. C'est une émission très spéciale à ne pas manquer demain à partir de 11h. On vous attend. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue.
Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.